Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau Milestone Community Webinar. Le sujet dont on parlera aujourd'hui, c'est la sécurisation du serveur de gestion et de ses services. Les intervenants et l'agenda aujourd'hui sont donc les intervenants Bruno Rocha. Bruno, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, David, et bonjour à tous. Bonjour Bruno. Donc Bruno est Product Manager chez Atos pour la gamme des produits Evidian SafeKit. Et moi-même, David Escavon, je suis le responsable du développement des partenaires technologiques chez Milestone Systems France. L'agenda aujourd'hui, la présentation va prendre à peu près 40 minutes. On va présenter comment SafeKit s'intègre dans le Milestone brièvement. Après, on fera une petite overview sur qu'est-ce que ça veut dire rendre disponibles les services du serveur de gestion. Donc, les méthodes, qui sont les acteurs. On va faire un peu de comparaison et on va parler un peu du marketplace. Ensuite, je laisserai la parole à Bruno qui va présenter Evidian SafeKit, les avantages. On va faire une belle session de questions et réponses, donc vous pouvez nous les envoyer directement via l'interface. Donc, comment faire? Pour tous ceux qui sont questions et commentaires, vous avez sur votre droite dans le panneau GoToMeeting une partie questions. Vous pouvez poser la question et nous, on va répondre à la fin du webinaire. Chose très importante, vous allez recevoir un questionnaire. Dès que vous allez arrêter la session GoToWebinar, vous avez un questionnaire. Merci de répondre parce que ça va nous aider à améliorer la qualité de ces webinaires. Commençons donc. Aujourd'hui, on va parler des hautes disponibilités. Qu'est-ce que c'est l'haute disponibilité? Où on va la situer dans la solution client. Donc, si on va prendre la couche matérielle, la couche plateforme, donc Milestone, et la couche applicative, aujourd'hui, on va parler de la couche applicative, donc des services de haute disponibilité, donc comment créer de la redondance via une application, et on va parler des serveurs, donc la partie qui va faire tourner Xprotect. Tous les produits Evidian SafeKit sont compatibles avec les produits Milestone à partir de la gamme Express Plus jusqu'à Corporate. Naturellement, on ne supporte pas Essential Plus. La solution Evidian est désormais vérifiée et a été publiée il y a une semaine sur Marketplace. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a plein d'informations sur comment l'installer, sur comment l'intégrer. Donc, je vous laisse aller voir directement sur Marketplace. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous avez quelques questions. Donc, rentrons dans le vif du sujet, la redondance du serveur de gestion. Déjà, quels sont les services où nous devons mettre en place une haute disponibilité? Si on jette un coup d'œil à l'infrastructure typique Milestone, avec ses 14 éléments de base, il y a certains éléments qui nécessitent d'être mis en haute disponibilité car ils sont fondamentaux pour notre infrastructure. Donc, dans cette image bien précise, on a le serveur SQL, donc qui a son métier, c'est d'enregistrer les informations et stocker les logs. On a les serveurs d'événements, les serveurs des journaux et
les services de gestion dans sa globalité. Donc, ces 4 éléments-là, en fait, son rôle, c'est de faire marcher l'infrastructure Milestone. Pensons-nous aux utilisateurs, pensons-nous à les transactions. Même un simple geste comme envoyer une vidéo sur un smartwatch, sur un serveur d'image, est géré par le serveur de gestion. Pendant cette présentation, on va parler de la redondance de tous ces services ensemble. Sachez qu'on peut les redonder un par un, mais on va simplifier un peu la chose. On va faire juste un clin d'œil sur la partie SQL Server qui est un peu plus complexe. Du coup, commençons. Quelles sont les méthodes pour redonder nos services? La première méthodologie, c'est la virtualisation et à travers la virtualisation, utiliser un service qui s'appelle service d'haute disponibilité. Tous les producteurs ont ce genre de service, VMware, Xen, Hyper-V, Microsoft. Donc, comment ça marche? Ça marche qu'on a 2 serveurs physiques, on a un système de stockage partagé entre les deux. Ça peut être de la fibre, du DAS, du iSCSI. Et ce qui arrive, c'est qu'on a une machine virtuelle, vous la voyez ici, avec un système d'exploitation, ça peut être Windows, et le serveur de gestion en application. Ce qui arrive, c'est que si on a une panne au niveau du serveur, la machine virtuelle est redémarrée sur l'architecture virtuelle des secours. Cette approche est très intéressante, on va le voir tout à l'heure parce que c'est facile à mettre en place. L'unique hic, c'est le coût des licences. Une autre méthodologie, c'est le cluster. Généralement, c'est le cluster Microsoft. Dans ce cas spécifique, nous avons un serveur qui est actif, donc un serveur classique avec un système d'exploitation Windows qui va gérer les différents services, donc le service d'événements, SQL, tout ça. Et ce service-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer ce qui s'appelle un IP virtuel. Cet IP virtuel sera partagé avec le serveur qui est en attente. Entre les deux, pour partager les informations, nous avons un système de stockage. C'est le même cas que la virtualisation. Ici, nous avons le quorum qui s'occupe de gérer les transactions entre les deux serveurs. Et on a les données Milestone. Là, j'ai des exemples, les journaux, le SQL. Ce qui arrive, c'est qu'en cas de panne, la communication qui avant allait vers le serveur anon, elle va basculer sur le deuxième serveur. Et voilà. L'avantage, c'est que ce qui arrive, l'autre disponibilité qu'on a n'est plus comme dans le cas de VMware au niveau du serveur, mais là, elle est applicative. Il y a des requis pour cette approche, c'est le stockage et bien sûr avoir un contrôleur des domaines, c'est obligatoire. La troisième méthodologie, attention, cette méthodologie est valable que pour le serveur SQL. C'est une méthodologie qu'on utilise dans les grosses infrastructures quand le serveur de SQL doit être isolé par rapport à la performance qu'ils doivent délivrer. Dans ce cas spécifique, c'est un peu pareil. Nous avons un serveur primaire, on n'a pas de stockage partagé. Le serveur primaire va envoyer les données sur le serveur miroir. On a toujours notre IP virtuel, donc le trafic rentre via l'IP virtuel qui va envoyer vers le serveur principal. Si on a une problématique, simplement, on va basculer sur le serveur miroir.
Le requis, c'est un Active Directory. Si au lieu de faire un miroir, on fait une réplication, il nous faut aussi un troisième serveur qui s'appelle un witness, un témoin. Qui sont les acteurs dans le monde de la réplication ou de l'autodisponibilité pour le management server? On a des solutions génériques telles que pour la virtualisation VMware, Hyper-V. Pour le database mirroring, on a Microsoft SQL Mirroring. Et pour le clustering, c'est Microsoft Cluster. Après, on a des solutions communautaires. On a vu le mois dernier, on a vu Capsule avec Hyperdrive. Donc, si on veut, c'est une solution de virtualisation. Et aujourd'hui, Evidian. Rentrons brièvement dans le détail des solutions pour mieux comprendre quels sont les avantages et les désavantages. Donc, pour ce qui concerne la virtualisation, la complexité d'installation est moyenne. C'est presque facile d'installer. Le niveau de disponibilité, c'est la panne matérielle. HW, ça veut dire matériel, hardware. Le coût est élevé. Pourquoi? On a le prix des licences, on a le prix du stockage, parce qu'on peut adopter VirtualSAN, par exemple, ou du stockage classique, mais le coût est là. Un baie de stockage quelconque a son prix. Pour ce qui concerne SQL Database Mirroring, soit la réplication, la complexité d'installation est haute. Il vous faut des compétences database. Pour ce que ça concerne le niveau de disponibilité, il pourra vous protéger pour ce qui concerne la panne du SQL. Pas de panne matérielle là-dedans. Le coût est très élevé. Le coût des licences SQL Enterprise est très, très élevé, plus les services. Pour ce qui concerne Microsoft Clustering, la complexité d'installation est élevée. Le prix peut-être non. Ça va vous protéger pour le software, pour la panne logicielle et matérielle. Attention, il y a une très forte complexité d'installation et il y a aussi une très forte complexité pour maintenir vos clusters. Et enfin, les deux solutions communautaires. Hyperdrive, on l'a déjà vu, très facile à installer. Par contre, il va vous protéger au niveau du matériel. La machine virtuelle, elle va s'arrêter, elle va démarrer à l'autre côté. C'est le concept. Le coût, très faible. Commentaire, il est fait pour. Il a été étudié pour Milestone. C'est pour ça que c'est facile et ça ne coûte pas très cher. Et enfin, et après je laisserai la parole à Bruno qui va expliquer beaucoup mieux que moi les points de force d'Evidian. Très facile à installer Evidian. Vous allez voir en quelques minutes, il est up and running. Il va vous protéger au niveau matériel et logiciel. Le coût est faible et encore une fois, c'est une solution communautaire. Evidian a écrit une partie du logiciel pour Milestone et du coup, il est conçu pour marcher avec Xprotect. Du coup, je vous ai fait un petit overview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer via l'interface. Et maintenant, je passe la main à Bruno et je reprendrai la main pour la session des questions-réponses. Bruno? Oui, alors j'attends que tu me passes le partage. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit la presentation view. OK. Et en plein écran. Alors, je la mets en plein écran. Super. Voilà. C'est parfait. Donc, parfait. Donc, je me présente, je suis Bruno Rochat, le responsable de l'offre SafeKit à l'intérieur d'Evidian. Je vais vous présenter un petit peu Evidian dans le premier slide. En fait, notre produit fait de la réplication temps réel de données de manière générique et de la reprise automatique sur panne de services critiques.
dont ceux de Milestone et SQL. Le produit a 3 caractéristiques importantes. C'est un produit très simple d'utilisation. J'ai beaucoup de partenaires qui utilisent le produit dans de très nombreux domaines d'activité, notamment Milestone, mais pas seulement. Le produit est apprécié parce qu'il est simple d'installation. Il n'y a pas besoin de disques partagés dans SafeKit, contrairement à d'autres types de solutions. Donc, il n'y a pas d'infrastructure à installer de type stockage externe. Et c'est un produit qui ne nécessite pas les versions entreprise des bases de données, notamment la version entreprise de SQL. Il fonctionne même avec la version gratuite de SQL Express. Et il fonctionne aussi avec toutes les versions de Windows, incluant Windows 10 Pro. Alors, je passe au slide suivant et je vais vous présenter Evidian. Donc Evidian a été créé en 1999 et SafeKit était un produit en 1999 à l'intérieur d'Evidian. Donc on a un historique sur le marché assez important. Et Evidian est spécialisé dans la cybersécurité et notamment dans la gestion des identités et des accès. Donc SafeKit apporte à la fois la haute disponibilité à la gestion des identités et des accès, mais est offert pour d'autres applications critiques comme Milestone. Donc nous avons 900 clients, 110 collaborateurs et une R&D en France. Donc moi je représente aussi la R&D, je suis responsable de la R&D et les développements sont faits en France. Le support est également en France. On est revendu dans le monde entier parce qu'on est dans le groupe Atos. Atos est un très gros groupe de plus de 100 000 personnes et donc avec des points de vente partout. Donc on sait revendre le produit partout. On a plus de 100 installations aujourd'hui avec Milestone et SafeKit. Donc c'est un produit qui a vécu sur le marché. Et puis, pour information, on a été sélectionné pour les JO 2024 pour la tolérance aux pannes et la redondance, notamment parce que nous sommes dans les stades faisant la haute disponibilité de la vidéosurveillance des stades, mais aussi nous sommes dans la moitié des call centers au 15 au SAMU pour la redondance du call center, ce qui est très important aujourd'hui. Nous sommes sur les lignes de métro à Paris pour la supervision du trafic, et notamment la ligne 1 et la ligne 14 qui sont des lignes automatiques. Et puis nous sommes dans la télédiffusion. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on fait. Alors ça, c'est une petite mosaïque des affaires qui ont été faites l'année dernière à l'international. Nous sommes sur le contrôle d'accès au château de Versailles, donc la redondance et la reprise du système de contrôle d'accès. Nous sommes dans le contrôle du trafic aérien à l'aéroport de San Francisco. Nous sommes également chez DP World dans la vidéosurveillance des ports. Également en vidéosurveillance, il y a la police de Londres qui a déployé plusieurs solutions SafeKit Milestone. Nous sommes dans le management du port à Seattle, aux US. Il y a eu 48 clusters déployés à First Abu Dhabi Bank avec du Milestone et du SafeKit dans les différentes agences. Comme je vous ai dit, on est sur la ligne 14 de la ligne automatique 14. Donc tout le système de supervision dans lequel il y a du Milestone, mais il y a aussi toutes les applications qui permettent de superviser cette ligne qui sont sous SafeKit. Nous sommes en Corée du Sud aussi, ce qui montre qu'on s'implante partout. Et puis aussi dans la vidéosurveillance des bateaux produits en Italie. Alors ça a été très très bien expliqué par Davidé, les défis de la réplication et de la reprise sur panne. Je vais aller très très vite. Donc le clustering il a été très bien présenté. Donc c'est la réplication complète de machines virtuelles. C'est basé très souvent sur quand même un disque partagé qu'il va falloir installer et configurer. Excusez-moi, le clustering, c'est le Microsoft Clustering, je me suis trompé. C'est clairement une solution complexe où il faut aller configurer du contrôleur domaine et puis du disque partagé pour faire la reprise des services Milestone et SQL.
La virtualisation, c'est comme il disait David, c'est moins complexe, ça permet de faire de la réplication complète de machines virtuelles ou de mettre des machines virtuelles sur un disque partagé pour les reprendre, mais ça ne sait faire que des pads matériels. Et puis, lorsqu'on veut avoir du stockage redondant, les stockages externes répliqués sont très chers et très complexes à mettre en œuvre. Donc, par rapport à ça, nous, on a depuis toujours SafeKit adresse le marché de la haute disponibilité avec une solution la plus simple possible. Donc, c'est ce qu'on a en tête depuis toujours. Donc, il n'y aura pas de disque partagé avec SafeKit. On va prendre tout simplement 2 serveurs standards qui seront des serveurs Milestone et avec les services Milestone et SQL, si on considère que tout est sur la même machine. On va réaliser la réplication temps réel des données qui sont dans la base SQL d'une machine sur l'autre. Et puis, en cas de panne, on va redémarrer l'ensemble des services sur la deuxième machine. Donc, vous avez le schéma d'architecture de SafeKit à droite, une machine primaire, une machine secondaire, de la réplication temps réel de répertoire de fichiers et non pas de disques, et une solution qui va être très simple à déployer parce que comme vous le voyez en bas, on a un module qui s'appelle milestone.saf qui accompagne notre produit et qui permet de déployer très simplement la solution. Alors le scénario sur panne est le suivant, donc le système est opérationnel en prime seconde, le milestone, le management server, le log server, l'event server, le SQL server tourne sur la machine primaire. L'ensemble des modifications faites par l'ensemble de ces services sont répliquées en temps réel sur la deuxième machine. C'est principalement les modifications dans la base SQL. Sur la machine secondaire, il n'y a pas de service à tourner. S'il y a une panne matérielle ou logicielle, ou simplement si vous cliquez dans notre console sur Stop et sur la primaire, automatiquement, il y a un basculement sur la machine secondaire. Donc, il y a un basculement de l'adresse IP virtuelle, la reprise des services qui redémarre sur les bases de données à jour, la base de données à jour SQL. Suite à la panne, et ça c'est un point très important, on sait resynchroniser automatiquement la machine qui reprend sans aucune intervention manuelle. Donc, le système va se resynchroniser alors que l'application tourne sur le nœud numéro 2. Et puis enfin, le système revient en haute disponibilité, prime à droite et seconde à gauche. Donc, pour revenir à l'état primaire secondaire du début, soit on le fait par configuration, mais souvent c'est fait par une action décidée par l'administrateur, un bouton swap qui est dans notre console et qui permet de revenir, de changer le rôle de primaire et de secondaire. Alors cette solution-là, elle fonctionne aussi bien sur des serveurs physiques que dans des machines virtuelles, que dans le cloud. On a des solutions aujourd'hui qui fonctionnent dans AWS, Azure et Google. Et ça fonctionnera aussi bien dans des machines virtuelles que sur des serveurs physiques. Donc, dans les systèmes de sécurité, nous avons des... Donc, je vous ai parlé de Evidian avec ses solutions de gestion des identités des accès, mais dans l'environnement Milestone, on trouve également des gens qui font du contrôle d'accès et qui utilisent notre solution et qui l'ont pas mal déployé. Notamment TIL Technologies, qui est spécialiste aussi dans ce contrôle d'accès, Synchronic ou NetApp. Et du coup, nous, dans les systèmes de sécurité, on a plus de 300 licences qui sont déployées dans les prisons, les stades, les buildings, la vidéosurveillance des villes, et dans tous les pays, en France, en Angleterre, en Europe, au Moyen-Orient, en Corée du Sud, au Maroc, en Australie. Alors, le produit est apprécié parce qu'il est simple à installer. Il peut être aussi installé dans un second temps, c'est-à-dire si Milestone a été déjà installé sur un serveur, on peut apporter la solution de haute disponibilité sans avoir à modifier l'installation qui a été faite la première fois. Aussi, un truc important, c'est que les données que l'on réplique, qui sont des répertoires, peuvent tout à fait se trouver dans le disque système C, et donc il n'y a pas besoin de mettre les données dans un disque spécifique pour qu'elles soient répliquées. Donc ça, c'est aussi un point très important lorsqu'on veut installer du SafeKit par-dessus une installation existante.
Donc, on a l'ensemble des déploiements sont faits sur Milestone et les autres produits sont faits via des partenaires ou des distributeurs qui sont actifs autour de ce sujet. Et si vous avez besoin d'être mis en contact avec ces distributeurs ou ces revendeurs, je peux vous me contacter et je vous mettrai en contact. Alors, les meilleurs cas d'utilisation de SafeKit, c'est dans le cas où il y a une base de données à redonder et à reprendre automatiquement. Donc, on sait faire du SQL Server, mais on sait faire aussi du PostgreSQL, de l'Oracle, n'importe quel type de base de données fonctionne, en Windows et en Linux. Le cas d'utilisation très bon aussi, c'est l'entreprise distribuée. Quand il y a une solution à déployer sur de nombreux sites où il y a un besoin de redondance sur chacun des sites, une solution comme SafeKit va permettre de le faire très simplement, parce que le temps d'installation est très simple et très rapide. Et puis aussi, lorsque vous avez des machines, des salles machines distantes, vous pouvez tout à fait écarter les deux serveurs SafeKit dans les deux salles machines distantes, dans l'idée où quand même les machines restent dans le même réseau IP pour la notion d'adresse IP virtuelle. Nos avantages. Donc, quelle que soit la version de Milestone X-Protect, on est capable de faire de la reprise automatique après panne sur un serveur secondaire. On sait répliquer toutes les versions des bases SQL, incluant la version gratuite SQL Express. On fonctionne avec les versions Windows pour serveur, mais aussi pour PC, incluant Windows 10 Pro. C'est un cluster qui n'a pas besoin de disque partagé ou de virtualisation spécifique, comme ça peut être le cas avec Microsoft Cluster ou VMware Achat. Il n'y a pas besoin de compétences en haute disponibilité pour pouvoir installer ce produit, et puis s'applique au cloud. Donc, pour que les choses soient très simples pour tout le monde, en fait, il y a beaucoup de solutions qui sont décrites sur notre site, mais il y a une page qui est dédiée à Milestone SafeKit. Cette page, elle est référencée dans le marketplace de Milestone. Donc, forcément, d'une façon ou d'une autre, vous allez tomber sur cette page. Donc, je vais vous la montrer. Dedans, vous avez un essai gratuit et le fameux module milestone.saf. Je vais vous la montrer. C'est le meilleur moyen de voir comment vous pouvez procéder pour tester le produit. Donc, le produit est présenté ici. Vous voyez, donc ce que je viens de vous dire, en fait, est écrit ici. Et vous avez ici la version d'essai gratuit et le module milestone.saf. Donc, vous suivez pas à pas tout ce qui est dit. Vous prenez l'essai gratuit de SafeKit, qui est un package MSI sur Windows. Vous prenez le module milestone.saf qui est un zip qui vient customiser des fichiers qui viennent customiser SafeKit pour Milestone. Et ensuite, vous partez dans la partie configuration. Donc, vous allez installer ça sur deux machines. Vous installez le package SafeKit sur deux machines Milestone avec SQL. Et puis, vous partez dans la phase de configuration. Donc, je ne vais pas la dérouler, elle est rapide. Mais en fait, je ne vais pas vous la dérouler. Je vais vous montrer la démo, je vais vous faire la démo de cette configuration à travers notre console maintenant. Alors, je reviens ici et je démarre la démo. Donc, c'est une démonstration où on considère que deux machines ont été installées avec SafeKit. Donc, deux machines, deux management serveurs avec SQL Server, le 1 et le 2. Et on va faire la démo d'un recording server qui vient se connecter sur l'adresse IP virtuelle du cluster. Donc, on va partir sur la configuration. Vous avez la visibilité de la console web de SafeKit qui peut s'exécuter sur les nœuds ou à l'extérieur. Et on va installer le module milestone.saf. Donc, on lance l'installation. Donc, durant l'installation, il y aura les deux adresses IP des nœuds 1 et du nœud 2 à donner. Il y aura l'adresse IP virtuelle et il y aura préconfiguré les
répertoire de fichiers où se trouve la base SQL et enfin les données et le log. Donc si éventuellement vous l'avez installé ailleurs, vous pouvez les reconfigurer ici. Il y a du checking de process et il y a les scripts start et stop qui démarrent les services de management et les services SQL. Donc en fait, on a eu juste à configurer l'adresse IP virtuelle. Donc là, on passe dans la configuration. La configuration est particulière à partir de Milestone 2019 R2 parce qu'il y a des fichiers internes à changer concernant l'adresse IP virtuelle. Donc, avant de démarrer le nœud 1, on va exécuter un script que l'on livre dans le module Milestone. Donc, ce script va juste positionner l'adresse IP virtuelle dans 2 fichiers locaux à Milestone. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir démarrer le nœud 1 en tant que machine primaire, donc qui n'aura pas de secondaire dans un premier temps. Donc on force le démarrage en primaire de cette machine et automatiquement, on va attendre qu'elle devienne alone vert, mais grâce au script de démarrage, on va voir l'adresse IP virtuelle qui sera montée et les scripts de démarrage qui vont permettre de démarrer le management server, les SQL services, les services SQL sur le nœud 1. Donc là, le système était opérationnel et accessible à l'adresse IP virtuelle. Pourtant, pour l'instant, il n'y a pas de redondance. On va aller sur le management client parce qu'il y a aussi une opération à faire dans le management client de configuration de l'adresse IP virtuelle. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Le management client va mettre ces données dans la base SQL. Donc, il y a une petite action à faire sur les services enregistrés pour les enregistrer à l'adresse IP virtuelle. Donc, il suffit d'éditer ici et mettre l'adresse IP virtuelle sur toutes les URL. Une fois qu'on a édité toutes les URL, on a l'adresse IP virtuelle qui est ici. Alors, il y a une dernière chose à faire, c'est le faire aussi au niveau network pour définir l'adresse IP virtuelle au niveau du cluster du côté Milestone. Donc, tout ça se transforme par des écritures dans la base SQL qui sera ensuite répliquée par SafeKit. Voilà, et on a terminé l'opération de configuration du Milestone Management Client. Alors maintenant, on va sur le nœud 2. Et avant de le démarrer, on va également avoir une petite chose à faire. C'est ça va être d'une part d'affecter les 2 fichiers dont je vous ai parlé avant via le script qu'on livre. Ensuite, on va enregistrer ce nœud, le nœud 2, dans la base SQL distante avec une opération propre Milestone qui est celle que vous allez voir ici. Donc Change Encryption Settings qui va enregistrer le nœud 2 dans la base SQL. Et voilà. Alors on aura encore, donc ça c'est en train de se faire, et on va voir encore une dernière opération qui va être de réexécuter à nouveau le script parce que les 2 fichiers ont été resetés par l'opération qu'on vient de faire. Donc ça, ce sont des opérations à l'installation à faire qu'une seule fois. Hein. C'est pas à faire à chaque fois, hein, une fois que le cluster est en place. Je vous montre tout. Hein. Vous voyez toutes les opérations. Donc maintenant, on est prêt sur le nœud 2 et on va pouvoir le démarrer. Donc on va dans la console SafeKit et on clique sur le bouton Start. Donc là, SafeKit va s'occuper de resynchroniser la base SQL sur le 2e nœud. Et on va se retrouver dans la situation prime seconde avec un cluster opérationnel. Voilà. Donc là, vous avez le cluster qui est opérationnel. Donc les services tournent sur le nœud 1, sur la machine primaire, mais pas sur le nœud 2. Donc on les voit grâce aux icônes de Milestone. Là, on voit que sur le nœud 1, tout fonctionne bien. Maintenant, on va regarder le cas du recording server extérieur au cluster. Alors, s'il n'est pas installé, on peut l'installer simplement en donnant l'adresse IP virtuelle. Si jamais vous avez déjà un recorder qui est installé, il suffit de reconfigurer le fichier de configuration du recorder avec l'adresse IP virtuelle. Donc là, on part sur une nouvelle installation. Donc si on l'installe à l'adresse IP virtuelle, le fichier de configuration sera automatiquement bien positionné. Là, c'est la phase d'installation classique que vous connaissez d'un recorder.
et on voit que l'adresse IP virtuelle est ici. Donc, en le faisant comme ceci, ça l'installera avec l'adresse IP virtuelle directement. Et donc, une fois que c'est installé et démarré, le recording server va s'adresser à l'adresse IP virtuelle et donc va se connecter au cluster. Donc c'est le cas, là, le recording server est connecté au management server à travers l'adresse IP virtuelle. Alors maintenant, on va créer un basculement et voir comment se reconnecte le recording server. Donc on peut faire un crash de machine, là on va faire une opération manuelle de basculement, c'est-à-dire on va arrêter la primaire. Donc, pour faire une opération de maintenance, par exemple, c'est un produit qui peut être utilisé pour faire des passages d'update logiciel, de maintenance hard. Et donc, on fait stop et automatiquement, le système va basculer de l'autre côté. Donc, cette console, en fait, sera très pratique pour le client final lorsqu'il aura à manager son cluster. C'est une console très simple d'utilisation. Donc là, les services ont été arrêtés sur le nœud 1 parce qu'on a fait un stop et ils ont été démarrés sur le nœud 2 grâce au script start et stop dont je vous ai parlé au tout début de la configuration. Ces scripts, vous pouvez les modifier si vous avez besoin, bien entendu. Et donc là, on voit que Milestone est démarré ainsi que les services SQL. Et on va aller regarder le recording server et le recording server est reconnecté et automatiquement et à travers l'adresse IP virtuelle. Donc voilà, ça termine ma présentation de la démonstration. Donc je vais passer au slide suivant. Je vais vous parler du prix. Donc le prix d'un cluster de 2 nœuds, donc un primaire, un secondaire, en licence permanente, c'est donc 7 000 € pour un cluster de 2 serveurs. Et puis, le support par an, qui est obligatoire la première année, est de 1 400 € par an. Donc, obligatoire la première année, pas les années suivantes. Donc, il faut considérer dans ce prix, évidemment, les gains que vous avez par rapport au fait que vous n'avez pas de disque partagé, de stockage externe à acheter. Vous avez une installation simple et aussi une maintenance du produit qui va être très simple dans le temps. Il y a des gains en service et des gains en matériel avec cette solution. Donc, je vais conclure. Voilà. Donc, je vais vous lire les messages clés sur SafeKit qui me semblent les plus importants de mon point de vue. C'est donc un produit aux disponibilités très simples sur le marché, un des plus simples qui existent sur le marché. C'est pour ça qu'il est beaucoup apprécié par nos partenaires. Il n'y a pas de surcoût matériel supplémentaire comme des disques partagés, des storage area network, des boîtiers réseau. Il n'y a pas de coût logiciel supplémentaire du point de vue des bases de données SQL, entreprises ou des OS, puisque comme je vous disais, ça marche même avec les versions Windows 10 Pro. Il n'y a pas besoin de compétences spécifiques pour déployer ce produit. Vous avez vu la procédure de A jusqu'à Z sur la petite démo. C'est le produit donc idéal pour un partenaire et pour un large déploiement. C'est aussi un produit qui est ouvert à l'intégration d'applications comme le contrôle d'accès, parce que parfois il n'y a pas que la vidéosurveillance à faire, il y a aussi du contrôle d'accès avec la vidéosurveillance. SafeKit va être avec le même outil, vous allez pouvoir faire les deux. On est prêt pour le cloud et tout est sur le web. Et si vous venez visiter l'article de SafeKit, vous aurez tous les éléments, vous aurez les études de cas clients, vous aurez l'essai gratuit et puis la procédure d'installation, vous aurez une comparaison de nos avantages distinctifs. Donc vous avez la capacité de nous contacter, de nous demander des prix, etc. Voilà, je vous remercie. Et puis je te relaisse la main, David. Oui, donc et comme ça, on se met sur. Je vais prendre la main. Hop. On va ici. Hop. Du coup, on démarre la session des questions-réponses.
on a pas mal de questions, Bruno, pour toi. Alors, on commence pour... est-ce que la réplication est asynchrone ou on essaie de tenir sur 30 secondes à question par question car il y en a pas mal. Donc, la première, c'est est-ce que c'est une réplication asynchrone ou un mirroring? C'est une réplication synchrone, donc sans perte de données en cas de panne. OK. Donc, la deuxième question, c'est à part la base SQL, qu'est-ce qui est répliqué sur le nœud de ces cours? Dans le cas de Milestone, seule la base SQL suffit au niveau de la réplication. Tout est dans la base SQL. Toutes les données sont dans la base SQL pour le management server. OK. Ensuite, il y avait une question sur les licences, mais tu as bien répondu. Ensuite, est-ce que pour l'utilisation du client Xprotect, un redémarrage est nécessaire? Quel est le temps d'indisponibilité à prévoir? Alors, le temps d'indisponibilité, c'est le temps de détection qui est par défaut à 30 secondes. 30 secondes de détection. Et puis le temps de redémarrage qui est, dans le cas de Milestone, qui est de l'ordre de 30 secondes aussi, on va dire peut-être un peu plus. Donc c'est de l'ordre de la minute, le temps de redémarrage. Le client, le management client se reconnecte, oui, sur l'adresse IP virtuelle. OK. OK. Ensuite, supportez-vous des snapshots? Est-ce que Evidian a un système de snapshots? Est-ce qu'il supporte le système de snapshots présent chez Microsoft? Oui, bien sûr. OK. Et est-ce que Evidian a son système de snapshot? C'est-à-dire, si je veux faire un rollback, je peux faire un rollback? Non, nous n'avons pas, nous ne faisons pas des systèmes de backup, en fait, puisque c'est la question. Ouais, nous ne faisons pas de backup des bases SQL toutes les heures de manière à pouvoir redémarrer une ancienne base. Non, nous faisons que la réplication temps réel de la base, la base SQL. Comment le support fonctionne chez vous? Alors, il y a un site support chez Evidian qui s'appelle support.evidian.com. Dès lors que vous avez acheté des licences et du support, bien entendu, vous avez un droit d'accès au site support. Et là, vous allez pouvoir ouvrir des calls. Et puis donc ces calls sont traités par un support niveau 2 et puis sont remontés à mon équipe en support niveau 3 si les problèmes sont compliqués. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est un support assez standard, on va dire, d'éditeur. J'ai une très très bonne question de la part de Vincent. On a bien parlé des SQL et on sait que dans SQL, Milestone stocke d'autres informations. La question elle est très très bonne parce qu'elle dit est-ce qu'on arrive par exemple à répliquer cette réplication, on arrive à la répliquer aussi pour les modules LPR et moi je rajouterai aussi pour les autres données SQL telles que l'analyse vidéo dans certains cas. Alors, CellKit est un produit totalement générique, donc vous pouvez répliquer n'importe quel folder de n'importe où. Donc, ça peut être une base SQL, ça peut être des fichiers plats, ça peut être ce que vous voulez. Il n'y a pas la dépendance d'un point de vue réplication, elle est juste sur définir les répertoires de fichiers que vous voulez voir répliqués. Si vous voulez, pendant la configuration, rajouter des répertoires répliqués, ça pose aucun problème. Vous les verrez répliqués en temps réel sur la machine secondaire de la même façon que les répertoires SQL.
data et log. Ok. Vincent, dis-moi si on a bien répondu à ta question, sinon juste pose à nouveau la question, comme ça on va creuser parce que c'était très très intéressant. Pour une installation en service, est-ce qu'on doit prévoir une coupure de l'installation existante? Donc, pour installer SafeKit, est-ce qu'il faut prévoir une downtime? Oui, oui, parce que il y a la mise en place de la. Si le système existe déjà, il va falloir, dans la version applicative que je vous ai présentée, il va falloir mettre en place une adresse IP virtuelle. Donc, la mise en place de cette adresse IP virtuelle nécessite d'arrêter le service. Ok. Alors, je vous ai pas tout dit parce que on a une autre solution aussi, mais celle-là je la pousse pas dans le cas de MyStone, qui est la réplication complète de machines virtuelles Hyper-V. Donc là, c'est différent. Si c'était une réplication complète de machines virtuelles Hyper-V, on n'a pas besoin d'arrêter la machine Hyper-V. Bon, passons. Alors, une question de Bernard, on l'avait répondu sur dans quelle version SafeKit marche. SafeKit marche à partir d'Express Plus. On ne supporte pas la version gratuite. Quels sont les événements, les conditions d'une bascule automatique pour le logiciel SafeKit? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas détaillé ça. Donc on a déjà des checkers de la bonne vie du serveur qui se font via un mécanisme qui s'appelle Heartbeat. Donc il y a des systèmes de surveillance entre les deux systèmes qui sont des Heartbeat. Par défaut, il n'y en a qu'un, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez entre les différents réseaux. Ça va permettre de détecter la panne d'un serveur. Ensuite, il y a les checkers qui vérifient en même temps que le réseau fonctionne bien. Les Heartbeat le font, mais on a des checkers supplémentaires pour le faire. Il y a d'un point de vue aussi isolation des deux machines et donc problème de quorum et de ce qu'on appelle de split brain. Il y a un split brain checker qui est très simple qu'on peut mettre en place sur un routeur pour éviter qu'on ait deux machines qui soient maîtres, parce que tout simplement entre les deux data centers, la fibre optique a été cassée, donc on sait faire ça aussi. Il y a de la surveillance de processus critiques comme le moteur SQL Serve.exe, mais d'autres processus peuvent être mis en surveillance. Il y a des custom shakers, ce qu'on appelle des custom shakers si on veut aller plus loin. Il faut se les écrire, mais on peut surveiller plus finement une opération. C'est le cas par exemple sur la ligne 1 du métro à Paris. Il y a des custom shakers qui sont faits. Et donc le custom shaker va aller regarder l'état de l'application et va contrôler SafeKit sur ces basculements. Bon, j'ai fait à peu près le tour de checker hardware, checker réseau, checker logiciel. Super. Après, on a le support des 1400 € et sur le système ou par licence? Non, il est pour les deux serveurs. Tous les prix qui ont été donnés, c'est pour deux. Très bonne question. Type d'OS supporté avec SafeKit. Alors, on commence la dernière version qu'on livre, elle commence à Windows 2012 R2. Oui. C'est une très vieille version. Même aujourd'hui, on fait du Windows 2016 souvent, du Windows 2019, et puis Windows en version, 10. Pardon, même prix, oui, partout. Windows 10, oui ou non? Windows 10 Pro, oui, Windows 10 Enterprise. Super. Est-ce que les enregistrements sont réplicables? Je réponds, moi, c'est non, mais on peut faire éventuellement travailler ensemble Evidia côté management server et Hyperdrive côté enregistrement si besoin.
Et dans le cas d'une version expert ou corporate, il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place. Quoi d'autre? Est-ce qu'il faudra doubler les licences Milestone, OTIL, etc. Donc, côté Milestone, non. Il ne faut pas acheter 2 licences de base. Je vous rappelle qu'une licence de base, Pro Plus, Expert et Corporate peut être installée sur un nombre infini de nœuds, donc aucun besoin. Côté TIL, il faudra que je pose la question à les copains de TIL pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Je pense que non, mais c'est ça. Autre question, peut-on basculer sur des tâches programmées? Ok, j'imagine que c'est pour faire des tests des bascules. Est-ce qu'on peut programmer ces bascules? Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs, je vois à la RATP, que je connais bien, parce que c'est un client que j'ai en direct, c'est depuis 10 ans en fait sur la ligne 1. Et donc ça a été réinstallé sur la ligne 14, qui vient de changer de système de monitoring, parce que les exploitants aiment beaucoup la solution SafeKit, et ces exploitants-là connaissent absolument toutes les solutions de haute disponibilité. Ils aiment beaucoup la solution SafeKit justement parce que la nuit, ils ont des opérations de mise à jour logicielle du PCC de la ligne 1. Et donc, ils vont dans la console SafeKit où ils voient tous les modules, parce que là, je vous ai présenté un seul module, mais dans SafeKit, on peut avoir autant de modules que l'on veut suivant les applications que l'on a, suivant le nombre de clusters. Et donc, ils vont sur leur application, ils cliquent sur le bouton stop, comme je vous l'ai montré dans la démo, et le système bascule automatiquement, et ils peuvent faire l'update logiciel tranquillement sur la machine qu'ils ont arrêtée. Et puis ensuite, ils la redémarrent, et puis ils font l'opération inverse, et ils ont comme ça ils programment leurs opérations de maintenance, et c'est très confortable. Ok, super. Ah, ça, c'est une très très bonne question de la part de Frédéric. Est-ce que ce mécanisme avec un IP virtuel et ces basculements peuvent avoir un impact sur les certificats de sécurité et de chiffrement? Oui, notamment quand on est sur l'aspect Milestone, je ne saurais pas bien répondre, je suis désolé, mais sur l'aspect, par exemple, notre console web, ou lorsqu'il y a des certificats à faire sur l'adresse IP virtuelle, il faut que le certificat porte l'adresse IP virtuelle, en effet. Ok, super. Est-ce que le support Evidia, donc je pense le prix du support Evidia, compte prendre en charge aussi les éventuelles mises à jour? Je pense l'upgrade ou l'upgrade, soit oui, en effet, c'est un prix de support et droit aux nouvelles versions que vous avez. Oh, super. Ok. Je suis en train de voir. Est-ce qu'on peut définir Evidia comme une AirSync clusterisée? Absolument pas. AirSync est un système de réplication asynchrone. SafeKit fait de la réplication au niveau bloc, c'est-à-dire que AirSync va resynchroniser des fichiers de temps en temps d'une machine sur l'autre. Si vous le mettez sur une base SQL, à mon avis, vous allez direct vers la corruption de la base. Hein. Donc, et c'est même pas sûr que vous puissiez le faire tourner sur la base SQL parce qu'elle sera ouverte et impossible d'accès sur la machine qui tourne. Donc, ce que fait SafeKit, c'est de la réplication temps réel, c'est-à-dire que et synchrone au niveau bloc. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'état primaire, secondaire, seules les modifications faites à l'intérieur des fichiers que vous avez demandé à répliquer vont être répliquées. Donc, ça ne va pas être la totalité du fichier tout le temps. Et réplication synchrone veut dire aussi que lorsqu'une IO disk est demandée par une base de données sur la première machine, elle se retrouve de l'autre côté lorsqu'on acquitte l'IO.
Ça, c'est l'assurance que tout IO disque acquitté pour une base de données, on la retrouve bien de l'autre côté. C'est comme ça qu'il y a 0 perte de transaction committée avec une solution comme ça. Vous n'aurez jamais ce type de solution en réplication asynchrone, jamais. Ok, j'accélère un peu parce qu'il nous manque 4 minutes. Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de fichiers réplicables? Oui. En général, il y a une limite d'utilisation, je dirais classique, qui est de l'ordre du million de fichiers, voire un peu plus, entre 1 million et 10 millions. Et il y a des temps de resynchronisation qu'il faut considérer dans ces cas de figure-là, parce qu'il faut parcourir tous les fichiers pour voir si on doit resynchroniser tel ou tel fichier. Donc c'est entre, je dirais, jusqu'à 10 millions de fichiers, ça fonctionne. Ok. La réplication des bases sont cryptées? On peut les crypter. On peut, enfin, si on parle du réseau et des informations qui passent sur le réseau, oui, ça peut être crypté. Ça peut être crypté. C'est par configuration. Ça, il faut le configurer, mais par défaut, ça ne l'est pas, mais on peut le crypter. Est-ce qu'il y a, est-ce que l'installation des SafeKit doivent être réalisées par vos techniciens? Est-ce que ces installations sont incluses dans le coût de la licence? Non, on ne travaille que à travers des partenaires. Donc, notamment en France, on a des distributeurs qui connaissent très très bien le produit, qui l'ont déployé de nombreuses fois, et donc moi j'aurais tendance à conseiller des nouveaux intégrateurs qui s'intéresseraient à cette solution d'aller vers ce type de distributeurs qui sont à la fois compétents en Milestone et compétents en SafeKit. Ça permet d'avoir et nous on fait en général, quel que soit le domaine d'activité, on passe à travers des partenaires. On ne fait pas de l'installation chez les clients. Ok. Donc, la console NVIDIA doit-il être sur un des deux serveurs ou soit on peut l'installer dans le cloud ou sur une machine distante, par exemple, connectée en VPN? Oui, on peut l'installer où on veut. C'est une console qui tourne dans un browser et donc elle peut tourner à l'extérieur des deux nœuds. Et il n'y a pas de souci. Quel est le système de notification alarme état dans le journal de Milestone? J'imagine que est-ce que le système Evidian est journalisé dans les journaux Milestone, j'imagine? Non, c'est pas le cas, mais comme on arrête et on démarre les services par les commandes classiques de démarrage et d'arrêt des services, dans les logs de Milestone, on va trouver ces ordres de démarrage et d'arrêt. Mais SafeKit ne log pas spécifiquement des informations dans les logs de Milestone. Ok. Quid du support de la première année? Comment se passent les mises à jour SafeKit? On a déjà répondu à ça. Donc, je te laisse répondre, mais tu m'as dit que les mises à jour sont disponibles. Oui. Oui. Et si on n'a pas le contrat de maintenance, comment ça passe? À partir de ce moment-là, il va falloir ouvrir un contrat de support pour pouvoir contacter le support. Ok. Afin de réduire l'indisponibilité, est-ce qu'on peut réduire le timeout par défaut sur un timing inférieur à 30 secondes? Oui, bien sûr. Vous pouvez mettre 1 seconde, 2 secondes. Il faut juste se méfier d'avoir pas un système trop réactif parce que les clients n'aiment pas voir quand même basculer leur application. Donc 30 secondes, je vais vous dire, c'est conservateur. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on a connu des systèmes, des réseaux qui se reconfiguraient en 30 secondes en spanning tree et on a mis 30 secondes pour cette raison-là, pour pas que ça bouge pendant 30 secondes. Maintenant, le SafeKit fonctionne avec des timeouts inférieurs à 5 secondes, si vous voulez, ou 1 seconde. Pas de souci. Quelle est la version minimale pour Milestone?
Eric a aujourd'hui une version 7.3. Est-ce qu'il doit passer en 7.4 pour valider les scripts? Non. Non. Donc, Non. la 7.3, elle est supportée? Oui, tout à fait. Ok. Super. Je suis en train de... Pour la maintenance préventive, quelles sont les tâches à faire pour le niveau 1? Eh bien, je ne sais pas trop. Le système en général, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les systèmes fonctionnent et puis donc ça se passe bien. Donc il y a, je vois pas de. Il faut quand même, il y a quand même une chose à vérifier, c'est que sur les OS, il faut être très prudent sur les OS. Par exemple, je suis pas sûr que la 7.3 soit Windows 2019. Donc si vous voulez faire des upgrades d'OS ou ce genre de choses, vous êtes obligé de reconsidérer SafeKit à ce moment-là. Super. Est-ce que tu pourras nous fournir, tu peux demander au support technique de te fournir, par exemple, quelques suggestions des tâches niveau 1 à faire pour avoir une bonne migration, par exemple? Tu pourras nous fournir ça? Oui, Comme ça, on oui. voit avec les réponses. Super. Simtam, après, nous dit, est-ce que le basculement du premier serveur vers le deuxième est automatique ou manuel? Je pense qu'on l'a bien compris, c'est automatique. Oui, c'est automatique, oui. Super. Jimmy, est-ce que vous conseillez d'installer sur du matériel physique ou virtuel? Ça nous est égal. C'est égal. Parfait. Et le conseil, c'est plutôt le projet Milestone de vidéosurveillance et les besoins du client. S'il a de la virtualisation, on peut mettre deux machines deux VM sur deux hyperviseurs avec du SafeKit à l'intérieur, il y a zéro problème. Ou bien il veut absolument du serveur physique et puis on met du SafeKit sur du serveur physique. Okay. Autre question très importante pour moi, c'est quelle est la bande passante requise minimum entre les serveurs pour donner de l'efficacité et éviter le timeout? Très bonne question. Alors, oui. Donc, SafeKit, en général, s'installe sur des LAN, des LAN entre les deux, dans un même réseau IP, c'est-à-dire le même subnet, et à travers du LAN ou du LAN étendu. C'est pas un produit parce qu'il fait de la réplication temps réel synchrone qui est adapté à de la réplication à travers des réseaux très très bas débit. Donc, il nous faut dans le cas de Milestone, il n'y a pas une grosse volumétrie à répliquer, donc il n'y a pas de problème de resynchronisation longue. Mais néanmoins, on ira beaucoup plus vite en resynchronisation sur du 10 gigabits par seconde que sur du 1 gigabit par seconde. En général, chez nos clients, c'est du 1 gigabit par seconde. Hein. C'est des LAN étendus en 1 gigabit quand c'est dans deux salles machines éloignées. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi la latence qui est importante. Donc j'ai parlé la partie bande passante est importante pour les phases de resynchronisation après panne, pour ramener les données. Et la latence, elle est importante pour quand le système est en prime seconde, la réplication temps réel se fait avec des attentes d'acquittement de la deuxième machine. Donc il faut la latence d'un type LAN. Donc si vous pensez LAN avec SafeKit, vous n'aurez pas aucun souci. Ou LAN étendu entre deux salles machines. L'envoi des trappes SNMP sur le basculement, est-ce que c'est possible? Oui, il y a un agent SNMP qui est livré avec SafeKit. On peut aussi envoyer des mails. Ok. Toujours Jimmy nous demande, est-ce qu'il y a un backup de la configuration SafeKit pour la restauration? Oui. C'est systématiquement fait d'ailleurs quand on désinstalle SafeKit. Quand on désinstalle SafeKit et qu'on veut réinstaller une nouvelle version, on backup systématiquement tous les modules qui ont été faits. Donc on les retrouve quand on réinstalle le nouveau package et on peut du coup on peut réinstaller une configuration.
toute la configuration est de toute façon dans la notion de module. Et ces modules, le module milestone.cf dont je vous ai parlé en est un générique, mais derrière, quand vous aurez customisé milestone.cf, que vous aurez mis des scripts dedans ou changé l'adresse IP virtuelle, etc., ce module-là, il est sauvegardé et vous pouvez le récupérer pour de nouvelles installations, pour réinstaller un système. Super. Autre question, est-ce que, ça c'est Sylvain qui la pose, est-ce qu'il fait référence à la slide numéro 6 de ta présentation sur les scénarios, est-ce que les serveurs ils doivent être sur le même réseau LAN, par exemple? Alors, ou s'ils sont distants entre eux, est-ce qu'il y a quelques configurations particulières pour le réseau? Quel débit oui. tu viens de le donner? Alors, c'est une très bonne question. Donc, notamment dans le cloud, systématiquement, quand on se met dans la même région d'un cloud avec deux availability zones différentes, on est dans deux subnets IP différents. Donc, le seul élément de SafeKit qui ne peut pas s'implémenter tel quel si on est dans deux sous-réseaux différents, c'est l'adresse IP virtuelle. C'est pas le moindre, hein, c'est l'adresse IP virtuelle. Donc, lorsqu'on est dans deux subnets différents, il faut avoir en amont un load balancer. Ce load balancer va être configuré avec un health check qui est fourni par SafeKit et qui va dire sur la machine primaire, envoie-moi le trafic, et sur la machine secondaire, tu ne m'envoies rien. Donc, dans les solutions cloud qu'on livre, parce qu'on a des déploiements en un clic hein, d'une solution SafeKit dans les différents clouds, on configure les load balancers des trois clouds avec une adresse IP virtuelle et ce fameux health check pour que le trafic arrive sur l'adresse sur la machine primaire. Et en fait, l'adresse IP virtuelle, elle est gérée par le load balancer. Voilà comment on fait. Quoi d'autre? Quelques questions. Est-ce qu'on peut installer SafeKit pour un multisite? C'est-à-dire plusieurs réplicas, peut-être, c'était ça la question. Si c'est plusieurs réplicas, la réponse est non. Je pense que c'est one-to-many, à mon avis. Alors, one-to-many, on sait faire du N-to-1, mais il faut N modules différents. Donc, ça ne s'applique pas forcément à Milestone. C'est-à-dire que si on a N modules miroirs sur N applications différentes, on sait faire N serveurs actifs et un backup. Au même titre que quand on a deux serveurs, si on a deux modules, par exemple le module, je vais dire au hasard, Milestone et NetApp, hein, on peut tout à fait faire tourner le NetApp primaire sur une machine et le Milestone primaire sur l'autre. Et on aura deux modules prime seconde dans la console. Ok, super. Il y a encore des questions, mais là on est largement hors timing, donc je vais te les faire parvenir Bruno, si tu peux répondre aux questions et nous on va les envoyer au début de la semaine prochaine à tous les participants. Je te remercie de ton intervention, merci de ces informations très importantes pour tous les clients Milestone. Pour toutes les personnes qui restent dans le webinaire, je vous remercie d'avoir participé avec plein de questions. Le prochain rendez-vous du Community Webinar, c'est une spéciale intégration caméra 15 mai 2020 avec Axis, le 5 juin 2020 avec Hikvision. On va parler des intégrations au niveau du post-client, du serveur et aussi des pilotes. Il y a plein de nouveautés des deux côtés qui vaut vraiment le coup d'être vues. Je vous remercie beaucoup à tout le monde et merci encore Bruno. Et passez un bon week-end et restez à la maison comme on dit en ce moment. Au revoir. Au revoir.